Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Thomas Roquia, avec qui nous allons parler de son premier livre qui s'appelle Visual Threat Intelligence. Bonjour Thomas. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Paul Amar. Et bonjour. Alors, en introduction, je souhaiterais indiquer que nous allons faire gagner un exemplaire de cet ouvrage à la personne qui sera la première à tweeter avec le hashtag NLS le résultat du challenge qui sera proposé au cours de cet épisode. Voilà, ceci étant dit, Thomas, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle Thomas Rocha, je suis chercheur en sécurité, je travaille actuellement chez Microsoft. Je fais principalement de l'analyse de malware et de la threat intelligence. Et je travaille également sur les questions de security copilot, qui est un gros sujet en ce moment chez nous. Voilà. Alors Thomas, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité ? Alors, en fait, c'est une question assez drôle parce que j'ai commencé à faire de l'informatique d'abord et je pense que j'étais intéressé de savoir comment les ordinateurs fonctionnaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Et je pense pas que j'étais prédestiné à faire de l'informatique ou de la sécurité quand j'étais plus jeune parce que j'avais pas forcément... Ça m'intéressait, mais je me suis jamais posé la question. Mais j'ai toujours eu un peu cette sensibilité et mon père est développeur et donc quand on était plus jeune on avait un ordinateur à la maison avec mon frère, etc. Et donc toujours eu un peu les mains dedans sans vraiment chercher. Et à la sortie du bac, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans et puis j'ai commencé à faire moi je voulais vraiment faire mes études en alternance et donc j'ai pris un job dans l'entreprise où mon père travaillait et j'étais au support informatique et donc j'ai commencé à bidouiller un peu plus les ordinateurs et puis j'ai repris mes études directement après en alternance dans la même société. Puis j'ai continué comme ça jusqu'à faire un master en sécurité et ensuite continuer ma carrière dans la sécurité. Et je pense que j'étais intéressé par la sécurité parce que j'aimais l'informatique, mais je trouve que la sécurité informatique, c'est ce qui permet de toucher un petit peu à tout. On fait du réseau, de la programmation, du système, etc. Et j'avais pas forcément envie de choisir un domaine en particulier. J'avais vraiment envie d'explorer un peu tout. Et je pense que la sécurité, c'est un petit peu l'endroit où on peut toucher un petit peu à tout. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à écrire ce livre ? Alors l'histoire elle est un peu drôle en fait, j'ai voulu écrire un livre il y a 10 ans déjà et j'ai complètement échoué, j'ai sous-estimé la charge de travail et j'imaginais pas que c'était à tel point un boulot assez important d'écrire un livre et donc en fait l'idée a continué de mûrir dans ma tête pendant des années et j'avais toujours cette idée de vouloir écrire un livre, de faire quelque chose mais de faire quelque chose un petit peu différent, donc l'idée de ce livre en fait c'est un concept, c'est un mélange entre de l'écriture et des visuels et donc j'ai commencé à vraiment écrire ce projet-là en 2020 ou en tout cas avoir l'idée et le temps que ça mature dans ma tête et j'avais des contacts avec des maisons d'édition donc on a discuté un petit peu du projet, etc. Et puis ça a mis du temps vraiment à maturer dans mon esprit, à savoir quel format je voulais exactement, comment je voulais que le livre soit et je voulais vraiment quelque chose d'un peu novateur qui se différencie de ce qui existe sur le marché et donc j'ai commencé à écrire au fur et à mesure, à avoir un peu plus de contenu puis à partager ça un petit peu autour de moi, pour savoir un peu ce que les gens pensaient du concept, quoi. Et puis cette année, j'ai finalement réussi à finir l'écriture et avoir quelque chose d'assez intéressant à partager. Et donc du coup, on a publié le livre en juin. Et quand tu dis on, est-ce que tu t'es associé avec un autre auteur ? Alors non, je suis le seul auteur. Par contre, j'ai travaillé avec une éditrice qui, elle... Donc en fait, c'est un monde, le monde de l'édition. J'ai découvert un monde entier. et donc du coup, je me suis rapproché d'une éditrice qui est en freelance, qui travaillait chez Nostarch et qui a travaillé avec moi sur le projet. Donc elle, son rôle, c'était de voir que le flow allait bien, de vérifier que tout se mettait bien
à la suite de l'autre, qu'il y avait du sens dans l'écriture, etc., quoi. Alors, à qui s'adresse ce livre et quelle est la thématique principale ? Alors la thématique principale, c'est le titre du livre, du coup, c'est Visual Threat Intelligence. Et l'idée, en fait, c'est de démystifier la threat intelligence au travers de graphiques, de diagrammes. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez visuel. J'adore apprendre avec des diagrammes, des visuels. Même quand je fais de l'analyse, que je passe mon nez que je passe du temps dans l'analyse de log, etc. J'ai toujours tendance à générer des graphes pour avoir une vue d'ensemble avant de vraiment creuser un peu plus en profondeur. Et donc, l'idée de ce livre, c'est d'avoir en fait une synergie entre des explications textuelles et des visuels qui permettent d'apporter de la valeur supplémentaire à ce que le lecteur va apprendre et va lire au moyen d'un visuel qui sera beaucoup plus impactant pour retenir l'information qu'il aura lue. Et donc, à qui s'adresse ce livre ? Il s'adresse principalement à des gens qui veulent s'intéresser à la threat intelligence. Donc, ça peut être des étudiants, des juniors, des gens qui veulent en savoir un peu plus. Mais ça peut également être des gens qui sont déjà du milieu et qui veulent se servir du livre comme référence, parce que l'idée aussi de ce livre, c'était de faire un espèce de guide qui puisse servir au jour le jour pour se rappeler de certaines techniques, certains outils. Dedans, on retrouve des cheat sheets aussi, ce qui peut être vraiment utile lorsqu'on travaille sur des outils en particulier qui sont référencés dans le livre. Dans Visual, il y a aussi les moyens de visualiser et de modéliser la menace. Est-ce qu'on peut développer un petit peu sur quelques points ? Ouais, bien sûr. Du coup, dans le livre, je traite principalement des frameworks de threat intelligence, donc notamment le threat intelligence lifecycle, c'est-à-dire le process de collecter, analyser, etc., les informations, des données qui sont en référence à des menaces informatiques, à des threat actors. Je vais traiter également du TLP, du Traffic Light Protocol, pour échanger tout ce qui est de l'information qui peut être sensible avec des partenaires, des clients, etc. Je vais également parler du profiling, de threat actors, des méthodes des operating méthodes d'opération et de tout ce qui est attribution, etc. Donc c'est assez vaste. J'ai essayé de balayer tous les domaines de la threat intelligence et de faire quelque chose d'assez digeste et de concret à présenter dans le livre. Et donc, il y a différents chapitres. Le premier chapitre, ça va parler de tout ce qui est fondamental, les fondements en fait de la threat intel. Ensuite, je vais parler des threat actors et des TTP, des modes opératoires. Et ensuite, je vais parler de quelques outils, qu'est-ce qu'un IOC, qu'est-ce que la pyramide of pain, etc. Et je termine le bouquin par discuter d'attaques qui ont marqué la cybersécurité et je parle également des expériences sur lesquelles j'ai travaillé. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que très souvent, il y a le même format, c'est-à-dire que sur la page de gauche, tu expliques, tu fais une synthèse très bien faite d'ailleurs des différentes thématiques, des frameworks par exemple. Sur la page de droite, tu as un visuel qui soit reprend des points, soit explicite de façon donc visuelle. Et ensuite, par exemple, quand tu expliques comment certaines cyberattaques ont été menées, tu reprends les frameworks en représentant ces visuels de manière à ce que les gens puissent concrètement savoir en fait comment est-ce que on peut l'actionner, l'utiliser. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une capacité de synthèse remarquable parce que en une page, en deux pages, puisque tu as la page écrite plus le visuel, expliciter des frameworks ou des outils tels que Yara, etc. Je trouve que c'est assez complexe et de pouvoir le synthétiser et de bien le représenter comme ça, je trouve que c'est vraiment top. Merci beaucoup parce que c'était beaucoup de travail. Il y a toute une réflexion derrière sur même la mise en page, la manière de représenter les informations. Parce qu'il y a un truc que j'aime pas du tout en sécurité, c'est que parfois quand on a tendance à vulgariser, quand on vulgarise un petit peu trop, ce qu'on dit devient faux. Et donc je voulais surtout éviter de faire quelque chose comme ça. Je voulais vraiment quelque chose qui soit
le plus juste et qui soit le plus pertinent. Et donc chaque graphique, chaque diagramme en fait qui est dans le livre, en fait c'est énormément de boulot parce que je posais d'abord l'idée, ensuite je revenais dessus, j'améliorais, j'apportais des choses, je changeais et il fallait choisir quelles informations omettre pour garder vraiment quelque chose qui était vraiment intéressant, quoi. Mais est-ce qu'il faut comprendre que c'est toi qui as fait les dessins ? Ouais, tout, ouais. D'accord. Donc, tu as des talents cachés de graphiste aussi, alors. Alors en fait, il y a certains que j'ai dessinés et certains qui sont des bases de données en fait de design. Donc certains que j'ai achetés, d'autres qui étaient en accès libre, que j'ai récupérés. Et en fait, le graphique en lui-même, la structure, etc., tout vient de moi. Et certains petits designs, certains petits icônes font partie de bases de données, quoi. Et du coup, finalement, ce concept Visual Threat Intelligence, c'est vraiment quelque chose que tu as conceptualisé ? Tout à fait, ouais. Alors tout à l'heure, je disais que au début, j'étais en contact avec des maisons d'édition pour ce projet, et en fait, plusieurs maisons d'édition étaient intéressées. Seulement, si j'ai autopublié le livre, et si j'avais dû passer par une maison d'édition, j'aurais été contraint dans le format et dans la manière de présenter le livre. Et en fait, j'avais vraiment cette idée d'avoir ce concept, d'avoir une page de texte et une page de visuel pour chaque concept expliqué. Et je voulais pas être contraint par un format particulier, donc j'ai décidé d'y aller en autopublication. Mais du coup, ouais, le concept vient de moi, et ouais, je voulais vraiment quelque chose de différent, quoi. Tu veux dire que tu n'as pas utilisé l'intelligence artificielle pour générer du clip art ? Alors non, j'ai pas utilisé. Alors c'est une question intéressante. J'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a Daniel Messier sur Twitter qui a publié un truc assez intéressant. C'est une échelle d'utilisation de l'intelligence artificielle qui est notée de 0 à 5, je crois. En 0, il n'y a pas du tout d'intervention. 1, c'est juste de l'intervention pour de la grammaire ou ce genre de choses. 2, ça va générer un petit peu de texte, etc., etc. Et 5, c'est complètement généré par une intelligence artificielle. Donc non, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Par contre, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour m'aider dans la structure, parfois pour corriger ma grammaire. Donc même si j'avais un éditeur et une personne qui relisait pour les fautes d'orthographe et ma grammaire, etc., j'ai quand même utilisé l'intelligence artificielle pour corriger certaines de mes phrases. Vu que je suis pas un English native speaker, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne grammaire et une bonne structure, quoi. Mais je voulais l'inconvénient, je pense aujourd'hui, d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer du texte, c'est qu'on perd l'âme en fait de la personne qui écrit, et je voulais vraiment, ce livre c'est un bout de moi, quoi, donc je voulais pas que ce soit écrit par quelqu'un d'autre ou par une machine, quoi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le livre est en anglais. Je sais pas si une traduction française est prévue, et c'est pour ça que Hervé Schauer ne participe pas à l'enregistrement ce soir. Ah. J'adorerais. En fait, c'est beaucoup de boulot. J'ai aussi des propositions. Alors, j'ai eu plusieurs propositions pour écrire le livre en russe, en japonais, en français. J'adorerais aussi, mais c'est du boulot en fait. Donc, il faut que je me penche sur la question. Mais le problème, c'est que mon temps est un peu limité et j'ai déjà beaucoup de projets à côté. Donc, j'adorerais avoir une version française, une version japonaise, une version russe, une version dans n'importe quelle autre langue. Mais il faut que je me penche sur la question. Ah bah pour le coup, tu peux demander à une intelligence artificielle de traduire. Ah mais justement, là, je suis pas sûr que le résultat soit correct, hein. Surtout, alors là, pour le coup, en tant que Français, si je le fais auto-traduire par une intelligence artificielle, je pense que là, on va perdre non seulement mon âme, mais en plus la structure du texte, etc. Donc, et aussi, il y a quelque chose qui est très compliqué avec la traduction. C'est une question intéressante aussi. Vu que j'ai étudié le moins, parce qu'en fait, le fait de synthétiser des concepts comme ça sur 2 pages, c'est assez compliqué, donc il faut choisir les informations, mais donc tout est étudié, la forme du livre, la page, l'espace entre les caractères, entre les paragraphes, etc. Et donc si demain je dois bosser sur une autre version dans une autre langue, il faut tout revoir, parce que la taille des phrases va changer par rapport au texte de la langue, etc. Donc c'est pas juste une traduction basique, c'est vraiment tout revoir, la structure du livre, etc. pour chaque langue. Donc c'est assez compliqué et c'est pour ça que ça demande du boulot. Si on revient un petit peu sur le contenu du bouquin, il y a des choses qu'on utilise en tant qu'analyste CTI
clairement au quotidien. Il y a des choses qu'on utilise un peu moins. Est-ce que c'est aussi ton cas où tu as l'impression de vraiment utiliser tous les modèles qui sont mis en place? Je pense particulièrement au modèle ACH, qui est un peu fastidieux à mettre en place et ensuite à utiliser. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce modèle et puis nous dire si toi, au quotidien, tu l'utilises? Alors le modèle ACH, en fait, c'est un modèle de la CIA qui a été publié pour éviter en fait les biais, c'est-à-dire parfois quand on fait de l'analyse, on a tendance à être sûr de quelque chose, de notre analyse, parce qu'on est un petit peu biaisé, parce que de notre expérience, parce qu'on est des humains aussi, et parce que parfois on a des certitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc en fait ce modèle, c'est un modèle qui a été utilisé. Donc H, ça veut dire Analyse of Competing Hypothesis. Et donc l'idée en fait, c'est de mettre en perspective différentes hypothèses sans être sûr de l'analyse sur laquelle on travaille. Donc effectivement, le modèle est un peu fastidieux parce que à la base, il était utilisé par la CIA ou la NSA, je ne sais plus. Mais du coup, c'est un modèle qui permet... alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise au jour le jour. Par contre, c'est quelque chose d'intéressant si on travaille sur des attaques type APT ou même du cybercrime, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'intrications et d'éléments qui se superposent dans la cybercriminalité, dans le monde des APT, etc. Et donc, parfois, de par notre expérience et aussi de par les recherches passées des autres chercheurs, on a tendance à être sûr de quelque chose, alors que si on prenait un pas en retrait et qu'on essayait d'avoir la vision d'ensemble et de réfléchir un petit peu autrement, on se rendrait compte qu'il y a potentiellement d'autres hypothèses aussi. Donc l'idée du H-Framework, c'est de mettre en évidence plusieurs hypothèses et de ne pas être biaisé par quelque chose qu'on a déjà vu ou par des certitudes qu'on pourrait avoir. Et donc, effectivement, c'est un peu compliqué à mettre en place au jour le jour. Par contre, c'est intéressant dans certains cas. Alors, je ne sais pas comment, enfin, en fonction de comment on travaille, etc. Je sais que nous, quand on a besoin d'attribuer une attaque à un groupe en particulier, il y a tout un process en interne. Et donc, on n'utilise pas basiquement ou scolairement le framework H, mais ça rentre en perspective dans notre analyse et c'est ce qui nous permet d'attribuer une attaque, une campagne à un cluster d'attaquants ou à un groupe en particulier. Du coup, Jamila, est-ce que tu l'utiliseras plus souvent? Je vais réfléchir, mais clairement, les arguments sont convaincants. Alors, je reviens un peu sur la question de l'intelligence artificielle, ou plus généralement, en fait, des outils que tu décides de citer dans le livre. Et en fait, ce que je trouve plutôt bien, c'est que tu n'en cites pas beaucoup. Et ça reste très générique sur les concepts. Et ceux que tu cites, on peut imaginer qu'ils vont rester en activité ad vitam aeternam. Par exemple, grep. J'ai vu que tu avais sélectionné quand même quelques autres outils comme Wireshark. Je ne sais pas si Wireshark est l'alpha et l'oméga, l'analyse réseau dans un monde où tout le monde passe sur HTTP, par exemple. Mais comment tu as fait pour choisir certains outils et laisser de côté d'autres? Et en particulier, tu ne cites aucune utilisation de l'intelligence artificielle comme outil dans ton livre. C'est ça qui me fait penser un peu à cette question. Alors, tout d'abord, pourquoi je n'ai pas parlé la première question par rapport à Wireshark, je l'ai cité comme exemple, mais je ne l'ai pas détaillé dans le livre parce que effectivement, c'est très spécifique. Ça nécessiterait peut-être plus l'utilisation de Wireshark, peut-être plus dans un autre livre dédié à l'analyse de malware, par exemple, ou l'analyse de trafic vers un serveur de command and control. Par contre, je parle d'outils typiquement pour de l'analyse de log, parce que les outils de Linux, Unix, on les utilise tous les jours. Et puis, effectivement, ça fait des années qu'ils sont là. Ça n'a pas changé. Je ne suis pas sûr que ça change dans les prochaines années. Après, je parle d'autres outils un peu plus spécifiques, comme Yara ou Sigma, qui, là, sont des outils utilisés par les chercheurs du monde entier pour faire du tracking de malware ou de l'analyse de log, etc. Et je parle aussi de MysticPy. MysticPy, qui est open source et qui est une librairie Python créée par Microsoft, donc je suis contributeur aussi. Et l'idée en fait de MysticPy, c'est d'avoir en fait une espèce de couteau suisse de la threat intelligence avec Python pour faire de l'analyse de différentes sortes de données. Et pour l'intelligence artificielle, alors j'en ai pas parlé
Pourquoi ? Parce que déjà, l'écriture du livre s'est passée principalement sur 2021 et 2022. Et donc, l'intelligence artificielle, on en parle vraiment beaucoup depuis novembre 2022. J'en parle en conclusion, en ouverture à la fin du livre. Et pourquoi j'en ai pas parlé ? Parce que c'est un domaine qui change énormément et ça évolue beaucoup là. En fait, toutes les semaines, tous les mois, on a des nouvelles mises à jour, des nouvelles choses qui sont publiées, etc. Et donc, effectivement, il y a des choses intéressantes à dire. J'ai d'ailleurs publié un article de blog sur l'utilisation des LLM appliquées à la threat intel. Mais je pense qu'il aurait fallu peut-être un livre dédié au sujet. Et donc, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Par contre, j'en ai parlé en conclusion, comme ouverture sur un sujet futur. Ouais. Je n'ai pas d'avis sur l'intelligence artificielle en particulier, mais je vois dans la liste des threat analysis tools que tu mentionnes, il y a des choses sur la data collection, le threat assessment, etc. Mais par exemple, tu mentionnes aucun outil de reverse engineering. Donc pas de Ghidra, pas de IDEA Pro, etc. C'est vrai. Donc c'est un peu ma question, c'est comment tu as fait ta sélection d'outils et de catégories ? Ouais. Alors, je vois très bien quel visuel dont tu parles. Celui-ci, en fait, c'est assez subjectif. Hein. C'est pas une liste exhaustive. C'était vraiment pour mettre en perspective le process d'analyse et essayer de visualiser, de représenter en fait quels outils pourraient correspondre à chaque étape. Mais l'idée, c'était pas vraiment sur ce visuel-là, en tout cas, de pas mettre une liste exhaustive. D'ailleurs, j'aurais dû dans une version d'avant précédente de ce visuel, il y avait un astérix en bas qui disait que la liste n'était pas exhaustive. Et je crois que je le mentionne dans la partie de texte sur la gauche. Je suis pas sûr. Alors, j'avoue que je vais pas vérifier en direct. Ouais. Mais oui. Mais en fait, ça m'a un peu surpris du fait que tu gères le site unprotect.it, qui est quand même une base de données dédiée aux techniques d'obfuscation et d'anti-analyse. Donc, il y a quand même une composante reverse engineering, analyse de malware au départ chez toi qui est assez importante. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, le teaser, c'est que je travaille sur un second livre qui sera dédié à l'analyse de malware et avec le même concept. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Bah voilà. Justement, c'est un petit peu la question sous-jacente, c'est, on va dire, fort de ce premier ouvrage là que tu as sorti, c'est quelle est la suite, comment tu vois les perspectives, et effectivement, donc là, tu es déjà sur un deuxième livre. Alors, il y a plusieurs perspectives, en fait. Je pense que ce livre, parce que, faire un livre sur la threat intel, le sujet est vaste, c'est dur de traiter tout. D'ailleurs, quand je l'ai publié, je me suis dit, mais non, j'ai encore d'autres choses à rajouter, je voulais rajouter plein d'autres éléments, et sauf qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, ok, on lâche cette version, on voit ce que les gens pensent, et de toute façon, on pourra toujours mettre à jour. Donc peut-être une édition 2 dans le futur avec des améliorations, peut-être un peu d'intelligence artificielle dedans aussi, et en tout cas, un deuxième livre avec le même concept, dédié à l'analyse de malware. J'ai reçu beaucoup de retours des gens sur ce concept-là, et aussi sur ce sujet-là. Donc ouais, j'aimerais vraiment... Il est en production, il est en travail. Enfin, je travaille dessus. Par contre, quand est-ce qu'il sera prêt, je ne sais pas. J'ai mis énormément de temps à écrire le premier. Je pense qu'il y a un peu de temps avant que le deuxième sorte. On va s'interrompre quelques instants pour le challenge. Alors, on a dit que le premier qui postera avec le hashtag NLS, c'est ça. Le premier qui postera le premier hash de NotPetya avec le hashtag NLS sur Twitter recevra du coup une copie du livre. Super. Dédicacé par l'auteur. Dédicacé, si vous... Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler à propos de ce livre ? Je pense que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé de manière générale ? Est-ce que le concept c'était vraiment un concept que j'avais voulu proposer, enfin que j'ai voulu proposer avec ce livre, et je voulais quelque chose de digeste. Je voulais pas un livre hyper compliqué, un livre hyper gros, qui soit assez lourd à lire. Je dis pas qu'il faut pas ce genre de livre, hein. J'en ai dans ma bibliothèque, et justement c'est des livres que j'ai étudiés, mais je voulais quelque chose d'un peu différent. Je voulais quelque chose d'agréable à lire, que quelqu'un puisse emporter n'importe où, et qui casse un petit peu les codes des bouquins de la sécurité. Du
coup, qu'est-ce que vous en avez pensé du concept? Est-ce que ça vous a intéressé? Comme je te l'ai dit, je suis hyper fan. Moi, j'aime beaucoup la façon dont c'est synthétisé, avec du côté le texte, mais très très bien synthétisé, et la partie visuelle de l'autre côté. Les quelques outils que tu as cités, encore une fois, super bien synthétisés quand on fait de l'analyse de log, mais ça vaut rien que ça vaut le prix du bouquin. Parce que dedans, tu vois, je travaille quand même régulièrement sur des fichiers de texte, et il y a des choses que j'ai découvertes et qui sont vraiment super intéressantes. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je me souviens plus si la loi française a changé, mais je crois qu'il faut quand même préciser qu'on a reçu nos exemplaires gratuitement. Je sais pas si c'est... Tout à fait, ouais. Non, mais tu sais, les youtubeurs et les influenceuses doivent le dire maintenant. Mais justement, on est tenu de dire qu'il s'agit d'une opération commerciale. Parce qu'on a reçu le livre gratuitement. Je crois que si j'ai bien compris la nouvelle réglementation qui est... Donc on le dit, voilà. Mais bon... Mais on n'a pas d'intéressement sur les ventes et le livre reste d'excellente qualité, quoi qu'il arrive. Ouais, n'hésitez pas, s'il y a des critiques, de toute façon, moi, c'est ce qui me permet aussi d'améliorer la prochaine version, d'améliorer mon travail aussi. Et en fait, pour moi, la vraie valeur, c'est ce que pensent mes pairs dans le métier. Et ça me fait super plaisir d'avoir votre retour aussi. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce qui me permet d'améliorer le travail, quoi. Alors, pour l'amélioration, juste pour CED, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que CED-R, c'est magnifique. Parce que ça te permet d'utiliser les regex étendus. Ah, yes, ouais. Au lieu de CED-E. Tout à fait. Ouais. Je pense que les expressions régulières pourront faire l'objet d'un livre à part entière. C'est clair. Elles aussi. Ah, ça, c'est clair. Je ne sais pas si c'est l'heure du mot de la fin, mais j'aurais peut-être une question un peu plus personnelle, parce que les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais tu es en fait à l'autre bout du monde, Down Under. C'est ça. Et quel est un peu ton retour là-dessus? Comment tu t'es retrouvé aussi loin? Alors, comment je me suis retrouvé aussi loin? Alors déjà, j'ai toujours voulu partir de la France, faire une expérience à l'étranger. Donc, ça a mis du temps. En fait, avant de travailler chez Microsoft, je travaillais chez McAfee. Et j'ai potentiellement eu l'opportunité de partir à l'étranger, sauf qu'il y a eu le Covid et forcément ça a un peu fait capoter différents projets que j'avais. Mais j'ai toujours eu cette envie de vouloir aller à l'étranger parce que je pense que c'est une chance, déjà pour améliorer mon anglais, c'était la première chose. Et puis je pense aussi que c'est une chance de partir à l'étranger, de s'ouvrir à une autre culture, même si l'Australie reste vachement occidentale et que c'est très proche de ce qu'on connaît en France. C'est quand même une culture un peu différente, une manière de vivre différente, une manière de travailler différente aussi. Et donc, j'ai pas mal voyagé quand j'étais chez McAfee. Je faisais de la réponse sur incident dans le monde entier, mais je partais à chaque fois pour des petites durées, 1 semaine, 2 semaines. Et je voulais vraiment aller vivre dans un autre pays pour avoir cette ouverture d'esprit. Et puis je me suis dit aussi que j'ai une petite fille, donc je me suis dit que c'était une super chance pour elle de grandir et d'apprendre l'anglais et d'avoir cette double culture. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc après le Covid, ça faisait 6 ans que j'étais chez McAfee et j'avais envie d'un nouveau challenge. Et j'avais quelqu'un un ancien collègue qui était parti chez Microsoft qui m'a contacté, qui m'a dit on cherche des chercheurs. Et j'ai eu le choix en fait soit d'aller à Vancouver, soit d'aller à Melbourne en Australie. Et comme je connaissais déjà un petit peu l'Australie et que Vancouver il pleut beaucoup, on a décidé de venir à Melbourne et de tenter l'expérience, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une vision un peu différente aussi. Et en fait, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant parce que le marché ici de la cybersécurité en Australie est complètement différent du marché européen ou du marché américain. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là et d'être dans un écosystème un peu différent, quoi. Il est différent, voilà. Quoi. Sur quels aspects, du coup, c'est différent qu'avec le marché européen ou américain? Sur pas mal d'aspects. Alors, l'Australie est un petit peu en retard. J'ai l'impression de voir la France il y a 5 ans. C'est assez rigolo. Et donc, ils sont un petit peu en retard en termes de réglementation, en termes de maturité du marché. Ce qui est un peu bizarre parce qu'ils suivent aussi beaucoup. Il y a une grosse influence des États-Unis en Australie. Et donc, du coup, ils suivent les Américains, mais en même temps, ils sont quand même un petit peu en retard. Et je trouve qu'il y a un peu une grosse différence en termes de maturité du marché, disons. Ok, Thomas, est-ce que tu veux je fais du surf et... Oui, je fais du surf et je mange du kangourou. Je vois le commentaire. J'ai déjà mangé du kangourou et oui, je fais du surf.
Ok Thomas, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Merci beaucoup pour l'invitation à No Limit Sécu. C'est un super honneur après toutes ces années à écouter le podcast et de faire partie du podcast pour parler de mes projets. C'est une super opportunité. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Et au revoir.